Le temps ne change pas les gens. Il révèle simplement qui ils sont au fond. Pourtant, quand on débute une relation, on ne laisse pas au temps ce qui lui appartient. On comble les vides, on excuse les premières maladresses. Un geste déstabilisant, on lui cherche une excuse. Une parole qui interroge, on la replace dans un contexte favorable. Une attitude qui nous met mal à l'aise, on se dit que ce n'est pas grave, personne n'est parfait. Ainsi, on traduit les signaux ambigus dans le sens de nos désirs. On transforme un geste anodin en preuve d'amour, une parole vague en promesse. On veut croire. C'est ce qu'on pourrait appeler la générosité interprétative. Cette générosité permet d'accueillir l'imperfection de l'autre, de ne pas exiger une pureté impossible. Mais elle peut aussi devenir un voile. À force de tout interpréter en bien, on finit par ne plus voir ce qui est et nous fait prendre un mouvement d'approche trop rapide pour de la profondeur, un excès d'attention pour de la sincérité. Certains signaux pourtant mériteraient qu'on s'y arrête dès le début, avant que l'attachement ne nous rende aveugles. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons nommer ces signaux d'alerte, non pas pour cultiver la méfiance, mais pour éveiller la vigilance, pour apprendre à distinguer l'enthousiasme sain de l'attachement précipité, l'authenticité de la performance. Je suis Fatem Zahra Alami. J'explore ces débuts amoureux où tout est encore possible et où tout peut aussi basculer. Je vous aide à voir dès le premier pas ce qui pourrait demain devenir un poids. Parce que parfois, se protéger, c'est d'abord savoir regarder avant de s'engager. Le début d'une relation est un moment où l'on prête à l'autre le bénéfice du doute. Mais c'est aussi ce qui rend les signaux d'alerte si difficiles à distinguer des simples maladresses. Le problème n'est pas toujours que nous n'avons pas su voir. C'est parfois que le début est un écran où les deux protagonistes jouent leur meilleur rôle. Et ce n'est pas toujours de la manipulation. C'est parfois juste la politesse du commencement. Mais cette politesse a un prix. Elle retarde la rencontre avec ce qui est réel. Et puis, il y a une vérité toute simple. Personne ne se montre entièrement dans les premiers jours. Les contours ne se dessinent qu'avec le temps, les épreuves, les désaccords, les moments où l'on ne contrôle plus sa présentation. Ce que nous prenons pour un signal d'alerte manqué, c'est parfois simplement un signal qui n'était pas encore visible. Il ne s'est pas montré car il n'a pas encore eu l'occasion de surgir. Et voici encore l'un des pièges les plus discrets. Dans toute relation naissante, il y a ce moment où nous commençons à nous engager, un peu de temps investi, un peu de confiance accordée, un peu de vulnérabilité partagée. Et plus nous nous engageons, plus il devient coûteux d'envisager que nous ayons pu nous tromper. Notre psychisme déteste l'incohérence. Alors plutôt que de réévaluer la relation, nous rationalisons. Nous ajustons notre perception pour qu'elle corresponde à notre investissement. Et pendant ce temps-là, quelque chose en nous commence déjà à se fatiguer, à s'adapter, à se rétrécir. C'est ainsi que les signaux, même lorsqu'ils commencent à se montrer, sont repoussés dans la marche. Non parce que nous ne les voyons pas, mais parce que les voir nous obligerait à remettre en question le pas que nous avons déjà fait. Et nous ne sommes pas prêts à quitter une belle promesse. Pas encore. Ajoutons à cela un mécanisme plus discret, plus intime. Parfois, nous ne voyons pas un signal d'alerte parce qu'il nous est familier.
une façon de contrôler qui ressemble à de l'attention, une imprévisibilité qui ressemble à du mystère, une froideur qui ressemble à de la retenue. Ce qui a été notre paysage affectif dans l'enfance ou dans des relations antérieures devient notre définition inconsciente de ce qui est normal. Alors, nous ne sursautons pas. Nous ne nous disons pas « attention », nous nous disons « je connais ça » et nous confondons la familiarité avec la sécurité. Les signaux d'alerte ne sont souvent reconnaissables comme tels qu'avec le recul. Vus du présent, ils ressemblent à des détails anodins. Vus du futur, ils forment un motif. Au début, nous n'avons pas encore assez de matière pour savoir si ce que nous voyons est une aspérité sans importance ou le premier pli d'un paysage qui deviendra étouffant. Pourtant, certains signes devraient nous alerter. Il y a des comportements qui, dès le début, méritent qu'on s'y arrête. Par exemple, l'attachement trop rapide et intense, des déclarations grandioses sur l'avenir très tôt, une tendance à vous idéaliser, des serments qui vous mettent mal à l'aise parce qu'ils sont trop beaux pour être vrais. Au début, cela flatte, on se sent unique, élu. Mais l'attachement rapide et intense est parfois un signal d'alerte parce que la personne ne s'attache pas à vous tel que vous êtes et ne vous connaît pas encore assez. Elle s'attache à l'idée qu'elle se fait de vous, à ce que vous représentez pour elle, à la place que vous venez combler dans son histoire. La personne qui promet trop vite l'éternité ne promet pas l'éternité. Elle promet ce qu'elle croit que vous voulez entendre, ou elle promet à partir d'un fantasme, pas d'une réalité. Les promesses excessives engagent. Elles créent une dette émotionnelle, et celui qui les fait pourra toujours vous reprocher plus tard de ne pas avoir cru assez fort, d'avoir douté, d'avoir été trop méfiant. L'amour sain prend du temps, il se construit, il s'éprouve. La fusion précoce, elle, précède souvent une déception tout aussi rapide, parce qu'un jour, vous ne correspondrez plus à l'image parfaite qu'on a projetée sur vous. L'urgence est souvent un piège. Vous avez peur de passer à côté de quelque chose, peur de le blesser, peur de paraître distant, mais s'engager trop vite, c'est perdre sa capacité à observer. Si l'autre est vraiment sincère, il acceptera votre rythme. S'il s'impatiente, s'il vous fait sentir que vous êtes bloqué ou peureux, c'est un signal en soi. Ce qui doit vous alerter, les déclarations trop intenses trop tôt, la volonté de passer très vite à l'étape supérieure, l'impression que l'autre vous dévore ou ne peut pas se passer de vous après quelques jours seulement de votre première rencontre. Cette intensité précoce nous amène tout naturellement à un deuxième signal qui en est souvent le prolongement. L'image parfaite que l'autre tient à donner de lui-même. Certaines personnes vivent surtout à travers ce qu'elles projettent. Élégance, charisme, charme, pouvoir de séduction, elles incarnent la perfection. Très vite, on perçoit chez elles un air de supériorité face au commun des mortels imparfaits. La personne semble trop parfaite pour être vraie. Elle n'admet jamais ses erreurs. Elle a toujours une explication élégante pour tout. Elle se met en scène plutôt qu'elle ne se montre. Mais cette perfection est souvent un rôle, un masque, et les masques finissent toujours par tomber, parfois brutalement. Et voici la conséquence la plus discrète de cette quête de perfection. Celui qui tient tant à donner une image parfaite exigera souvent de l'autre la même perfection,
Pour mériter d'être à ses côtés, il faudra que vous soyez vous aussi à la hauteur, irréprochable, sans faille, sans ombre. C'est là qu'apparaît la disqualification discrète. Les premières remarques qui vous mettent mal à l'aise sans que vous puissiez vraiment les qualifier de méchantes. Un petit commentaire sur votre tenue, une observation sur votre façon de parler, un sourire en coin quand vous exprimez une opinion. Rien d'évident, plutôt quelque chose d'à peine perceptible, un sentiment vague que vous êtes jaugé, évalué, parfois un peu rabaissé. Que l'autre vous regarde de haut, même quand il est aimable, une impression que vous devez vous justifier de ce que vous êtes. Au début, on se dit que c'est de l'humour, une maladresse, une différence de sensibilité. On laisse passer, mais ces petites disqualifications répétées construisent un terrain où l'autre s'installe en position haute, où vous apprenez sans même vous en rendre compte à vous taire, à vous plier, à douter de vous, à vous surveiller, à marcher sur des œufs. Quelque chose en vous se contracte en sa présence. Vous avez peur de décevoir, de dire ce que vous pensez, de déclencher une réaction. Cette sensation est l'un des signaux les plus importants parce qu'elle ne devrait pas exister. Si vous sentez que vous devez vous contrôler, vous adapter, vous surveiller, c'est que quelque chose cloche. Et quand la moquerie s'installe comme un langage commun, c'est une invitation à se demander « Est-ce que je suis encore respecté ici, dans cet espace que j'appelais « nous » ?» L'image de perfection n'a pas fini de montrer ses effets. Quand on se croit parfait, on ne se trompe jamais vraiment. On ne se remet jamais en question. On peut s'excuser parfois, mais ce sont des excuses étranges. Elles ressemblent à des formules magiques pour que tout redevienne comme avant, sans rien changer. Désolé si tu l'as mal pris. Bon, c'est vrai, mais toi aussi tu m'as poussé à bout. Une excuse qui ne répare pas, qui ne reconnaît pas votre blessure, mais qui la retourne contre vous. Une phrase qui commence par « tu es trop sensible », un geste qui dit implicitement « ce que tu ressens n'a pas d'importance ». Au-delà de l'intensité et du masque de perfection, il existe d'autres signes tout aussi parlants qui tiennent à deux extrêmes, l'excès et l'absence. Prenons d'abord l'excès sous la forme de petits pics de colère. Dans une relation saine, la colère s'exprime, se discute, se régule, mais il y a des colères qui surprennent, une voix qui monte d'un coup, un regard qui durcit, un geste brusque, immédiatement rattrapé, étouffé, minimisé. Désolé, je suis fatiguée. Ce n'est rien, laisse tomber. Au début, on n'y prête pas attention. On se dit que tout le monde peut avoir un mauvais moment. Mais ces pics retenus sont parfois des fenêtres sur quelque chose de plus grand. Une colère plus massive, soigneusement dissimulée. Il faut le dire, la violence ne commence pas par un coup. Elle commence par un geste brusque qu'on excuse, une porte qu'on claque un peu trop fort, un poing sur la table qui fait trembler la pièce, un désir qu'on impose, un refus qu'on ne respecte pas, une pression qu'on fait peser jusqu'à ce que l'autre cède. Aucune relation ne mérite qu'on y laisse sa sécurité. Aucun amour ne justifie la peur. Et puis, il y a une autre forme d'excès, plus sournoise peut-être, celle qui se déguise en amour. Parfois, l'autre montre une curiosité extrêmement rapide, détaillée et intense dès le début. Il veut tout connaître, votre histoire, vos blessures, vos relations passées, vos fragilités, vos peurs les plus intimes. Sur le moment, cela peut donner une impression rare d'écoute, de connexion, de profondeur.
Pourtant, une vraie intimité se construit progressivement. Une personne émotionnellement saine respecte le rythme naturel de dévoilement. Ce qui doit alerter, c'est une curiosité prématurée, intrusive, disproportionnée par rapport au niveau réel de confiance construit. Chez certaines personnalités, cette phase d'hyper-intérêt sert parfois à comprendre rapidement comment créer l'attachement, identifier les vulnérabilités, adapter leur comportement à ce que l'autre attend ou créer une illusion de proximité exceptionnelle. Un faux sentiment de connexion profonde qui arrive avant même que la confiance soit réellement construite. Parfois consciemment, parfois non, mais dans les deux cas, le résultat peut être le même. Une intimité qui avance plus vite que le lien réel. Et très vite, cette curiosité excessive peut glisser vers quelque chose de plus inquiétant, le contrôle déguisé en amour. L'autre ne veut plus seulement savoir, il veut savoir où vous êtes à chaque heure. Il veut connaître vos mots de passe. Il s'offusque que vous passiez du temps avec vos proches. Il veut être le seul horizon de votre vie. Et il le fait avec ce qui ressemble encore à de l'intérêt, de l'inquiétude, de la passion. Mais l'inquiétude n'est pas un droit sur l'autre. L'amour n'est pas une surveillance. Quand quelqu'un commence à filtrer vos relations, à vouloir tout contrôler au nom de l'amour, ce n'est plus de la passion, c'est de l'emprise. Et elle ne commence jamais par des chaînes, elle commence par une porte qu'on referme doucement en disant « c'est pour nous ». Une relation saine laisse de l'espace, elle n'a pas besoin de forcer l'intimité pour exister, elle n'a pas besoin de tout savoir ni de tout contrôler. Elle avance avec curiosité, mais aussi avec respect des frontières psychologiques et émotionnelles de l'autre. Il y a aussi le chantage affectif. Si tu m'aimais vraiment, ce langage transforme l'amour en dette. Soudain, pour prouver que vous tenez à l'autre, vous devez accepter ce que vous n'auriez jamais accepté. Renoncer à ce qui est juste pour vous. Vous taire quand vous devriez parler. Un lien solide n'a pas besoin qu'on lui apporte des preuves par l'effacement de soi. Dans une relation saine, on peut dire non ou exprimer un désaccord sans que la terre tremble. On peut se tromper sans être détruit. On peut être différent sans que ce soit une trahison. Quand on ne peut plus dire ce qu'on ressent, quand on passe plus de temps à se demander comment lui dire sans qu'il ou elle s'énerve, ce n'est plus une relation équilibrée. Et ça, c'est un signal majeur. Changeons maintenant de registre. Après l'excès, tournons-nous vers l'absence, car elle peut être tout aussi parlante. Il y a d'abord l'absence de curiosité pour votre monde. L'autre vous parle beaucoup de lui. Il vous raconte sa vie, ses passions, ses blessures. Il vous confie des choses intimes, parfois très vite. Mais il ne vous pose pas de questions. Il ne s'intéresse pas vraiment à ce que vous aimez, à ce qui vous préoccupe, à ce qui vous rend heureux. Quand vous parlez de vous, il écoute poliment puis ramène la conversation à lui. Il ne se souvient pas de ce que vous avez dit. Il ne relance jamais sur ce qui compte pour vous. L'absence de curiosité est un signal puissant parce qu'elle dit que l'autre ne cherche pas à vous connaître. Il cherche à être reconnu, compris, admiré. Vous n'êtes qu'un public, aucune fonction à remplir, mais pas un partenaire. Et cette absence de curiosité s'inscrit souvent dans un déséquilibre plus large. L'investissement asymétrique. Quand c'est vous qui proposez toujours, c'est vous qui relancez, c'est vous qui vous adaptez à son emploi du temps, à ses humeurs, à ses disponibilités. L'autre est là, mais il ne s'investit pas de la même manière. Vous avez l'impression de tirer la relation vers l'avant tout seul.
L'absence de curiosité et l'investissement asymétrique partagent la même racine, un désengagement discret, une passivité qui dit sans mots que l'autre est là sans vraiment être là. Très souvent, quelque chose en nous perçoit avant même que notre esprit comprenne clairement. Votre corps a déjà capté le climat. Ce n'est pas une preuve, c'est une boussole, et elle mérite qu'on s'y arrête. Cette sensation diffuse que quelque chose sonne faux, même quand tout semble normal. Ce vide dans le ventre après avoir passé du temps avec l'autre. Cette impression étrange d'être de moins en moins vous-même. Écoutez cette sensation, elle vous parle. Les signaux que nous avons évoqués aujourd'hui sont des invitations à la vigilance. Chacun pris isolément peut sembler anodin. C'est leur répétition, leur inscription dans une dynamique qui leur donne du sens. Alors, si vous reconnaissez certains de ces signaux dans une relation naissante, ne les ignorez pas, ne les minimisez pas, ne vous dites pas que c'est trop tôt pour juger. Ralentissez, observez, écoutez votre corps, parlez à des personnes de confiance et surtout, demandez-vous cette question simple: est-ce que je me sens vraiment libre avec cette personne? Une relation, quel qu'en soit le cadre, n'est pas censée vous éteindre. Elle est censée être un terrain où vous pouvez être entier, sans avoir à vous couper en morceaux pour que l'autre reste. Parce que l'amour ne devrait jamais être un terrain miné, ni au début, ni après. Prenez soin de vous et de votre capacité à voir avant de vous engager. Vous méritez le meilleur et pas des miettes.